Salut, c'est Thomas Rozek. L'une des conséquences inattendues des victoires multiples des candidats écolos aux toutes récentes municipales risque bien de concerner la 5G, le nouveau standard de téléphonie mobile dont le déploiement est normalement prévu pour la fin d'année. Car dans les programmes de nombreux nouveaux maires, le réseau apparaît noir sur blanc, avec bien souvent l'idée de mettre sur pause sa mise en place avant de savoir si d'une part son impact écologique n'est pas trop catastrophique et si d'autre part on en a vraiment besoin. C'est notamment le cas pour Pierre Urmic, le nouveau patron de la ville de Bordeaux, qui veut un moratoire sur la 5G assorti d'une grande consultation publique. Si on ajoute à ça les critiques très directes adressées par la Convention citoyenne pour le climat qui, elle aussi, propose de freiner très fort, et le cafouillage au sommet de l'État entre des ministres de la Santé et de l'Environnement qui veulent attendre les conclusions des services sanitaires et un ministère de l'Économie et des Finances qui veut au contraire appuyer sur l'accélérateur, on se dit que plus que jamais l'avenir de la 5G en France semble bien compliqué. Pourquoi cette technologie suscite-t-elle tant de crispation ? C'est ce qu'on a eu envie de se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il y a quand même une menace invisible qui plane, qui fait trembler. Ce sont les ondes magnétiques. Et pour en parler, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui suit le dossier de très près. Sébastien Soriano, c'est le président de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, comme on dit, l'autorité de régulation du secteur, une autorité indépendante, précisons-le, qui n'est pas totalement soumise aux décisions de l'exécutif, ce qui explique sans doute une forme de liberté de ton, notamment dans une tribune récente signée par notre invité dans laquelle il plaidait pour un renforcement de l'implication des citoyens dans le chantier 5G. J'ai commencé par lui demander de quelle façon, à l'ARCEP, on reçoit les nombreuses critiques adressées à la 5G. On les perçoit comme étant une importance que prend la technologie dans la société. Et ce qui était vu avant comme des thèmes techniques, économiques, c'est-à-dire quand on a amené la 3G, il s'agissait simplement de moderniser l'équipement téléphonique du pays. Quand on a amené la 4G, c'était simplement de pouvoir faire aussi de l'internet avec le téléphone, voilà. Donc jusqu'à présent, c'était des sujets qu'on abordait sous un angle qu'on appelle nous technico-économique. Et donc notre enjeu, c'était avant tout de réguler les forces économiques pour faire en sorte que les abonnements soient pas trop chers, de bonne qualité, qu'on ait le choix, que la couverture du territoire soit bonne. Le fait nouveau, c'est que la technologie prenant une ampleur considérable dans nos vies, maintenant la 5G, elle est vue différemment. C'est pas juste une technologie qui va succéder à la 4G. Ce qu'on ressent, c'est que c'est vu comme un objet particulier qui pose des questions d'un autre ordre que d'habitude. Donc nous, évidemment, on l'avait pas complètement anticipé, pour être honnête. Mais quand on a vu effectivement ce prisme un peu différent de d'habitude arriver, voilà, on a pris un pas de recul, on s'est dit oulala, attention, on ne doit pas être dans la posture de l'autorité techno-enthousiaste qui veut gaver le pays comme une oie avec une nouvelle technologie. Il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on pense différemment nos missions et notre rôle là-dedans. Donc on a pris ces interpellations très au sérieux, en fait, très vite. Et surtout, en fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a essayé, en tout cas, d'éviter d'être dans la posture du sachant qui va expliquer aux foules ce qui est bon pour eux. Voilà, c'est surtout ça qu'on a essayé d'éviter comme posture. D'autant que, pour l'instant, les échos citoyens qu'on a autour de la 5G sont effectivement assez réfractaires. Je pense notamment à la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu ses propositions il y a très peu de temps, dans lesquelles on trouve mention de la 5G, où il est dit noir sur blanc que, en gros, ce passage n'était pas vu comme une avancée réelle. Oui, alors ça, je dois dire, il y a des choses de nature différente, moi, je trouve, dans ces arguments. Il y en a un qui est « ça n'apporte rien de nouveau ». Et ça, pour être honnête, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que quand on a lancé la DSL, alors je sais bien que maintenant la DSL est un vieux souvenir si on écoute les chansons d'Angèle. La DSL, quand il est arrivé fin des années 90, début des années 2000, il y a beaucoup de gens qui se demandaient mais à quoi ça va servir ? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 mégabits par seconde ? On se disait qu'avec les quelques kilobits qu'on avait par la prise téléphonique, vous savez, ça faisait bzzz, voilà. On se disait que c'était amplement suffisant. On se demandait bien ce qu'on allait faire de ce haut débit. Bon, de facto, on sait très bien ce qu'on en a fait et après, on a voulu très vite avoir le très haut débit. Donc, en fait,
les télécoms, c'est toujours une offre qui précède l'usage. Par exemple, les premiers télégraphes qui ont été initiés, notamment les télégraphes des frères Chappe, au départ ont été utilisés, donc qui étaient des télégraphes mécaniques, non pas électriques, et étaient faits pour des communications d'abord d'État. Ça a été utilisé pour des communications militaires, et c'est en fait dans un second temps, notamment avec le télégraphe électrique, que il y a eu la notion de communication personnelle qui est arrivée. Donc le téléphone, c'est pareil. Vous savez, on pensait au début le téléphone, ça allait être le théâtrophone, c'est-à-dire qu'on allait s'en servir pour écouter des pièces de théâtre à distance. Donc la technologie de communication, en fait, personne n'a jamais la boule de cristal de savoir à quoi ça va servir. Donc en fait, là, les gens actuellement, ils sont plutôt contents avec la 4G. Alors ils aimeraient qu'elle fonctionne mieux, ils aimeraient qu'il y ait une meilleure couverture, etc. Mais globalement, il y a une espèce de satisfaction sociale. Ce que je prends comme plutôt une réussite du fait qu'on a réussi quelque chose sur cette 4G. Et notamment, la France a des forfaits extrêmement généreux en quantité de données, 50, 100 gigas. Donc là-dessus, on est plutôt bien positionné par rapport à d'autres pays européens. Donc on a plutôt bien réussi la 4G. Du coup, une espèce d'interrogation, à quoi donc ça va servir la 5G? Mais c'est assez classique. Je veux dire, c'est pas très nouveau ça. Et parmi les arguments consistant à dire à quoi bon, etc. Pour moi, c'est un argument déjà connu. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de vraie nouveauté par rapport à ça. Et c'est aux opérateurs de convaincre du fait que ça va apporter quelque chose. Bon, là où il y a une interrogation, je trouve, d'une nature un petit peu différente, et le terme d'ailleurs est employé dans la Convention citoyenne, c'est la notion d'éco-conception. C'est-à-dire de dire, finalement, peu importe qu'on soit en train de parler de nouvelles technologies mobiles ou etc., ce qu'on veut, c'est que la technologie, elle soit pensée avec la préoccupation environnementale by design, dès la conception du produit, qu'on ait intégré cette problématique de manière à ce que la technologie respecte le mieux possible la planète. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas comme perspective jusqu'à présent. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs que cette question de la 5G soit sous ce chapitre de l'éco-conception dans la Convention citoyenne, parce que je trouve que c'est une manière d'aborder le sujet qui est tout à fait pertinente. Et d'ailleurs, à partir du moment où on parle d'éco-conception de la 5G, on n'est plus dans un discours anti-5G. On est dans un discours de vouloir dicter les conditions de la 5G. Ce qui est précisément, nous, ce qu'on propose de faire. On en parlera via notre plateforme de travail. Et je trouve que c'est à la fois nouveau comme élément par rapport à la 4G, mais j'ai trouvé que la Convention citoyenne le prenait sous un angle constructif de recherche de solutions et pas sous un angle d'une opposition anti-5G. Donc moi, j'ai trouvé que le texte était très intéressant de ce point de vue-là. Ce que vous suggérez, vous proposez, c'est effectivement un recours à une forme de contrôle citoyen autour du déploiement de la 5G. Quelle forme il pourrait prendre ce contrôle citoyen ? Alors, en vrai, ça peut aller très loin, le contrôle citoyen. Il y a évidemment une gradation, je pense, à laquelle il faut s'inscrire. Voilà, je vais en donner quelques éléments, mais je prétends pas avoir fait le tour de la question. Le modèle aujourd'hui des télécoms, c'est que depuis donc l'ouverture du secteur à la concurrence en 1998, ce sont les forces du marché qui installent les infrastructures et qui vendent les services. Dans les territoires ruraux, il y a aussi des collectivités locales qui sont à l'initiative pour déployer des réseaux, mais je dirais que le grand mouvement, c'est celui-là. Et donc aujourd'hui, la manière dont les citoyens contrôlent l'infrastructure, en fait, c'est d'abord en tant que consommateurs, c'est-à-dire par leur choix. Ils ont le pouvoir de ce qu'on appelle voter avec les pieds, c'est-à-dire s'ils trouvent que le service ne sert à rien, eh bien ils ne prennent pas d'abonnement. Et s'ils trouvent que l'opérateur B est mieux que l'opérateur A, eh bien ils changent d'opérateur. Voilà. Donc ça, c'est un premier pouvoir, entre guillemets, qui existe. Un premier niveau de contrôle citoyen qu'on peut, je dirais, renforcer, c'est celui d'amener aux utilisateurs une meilleure information. Donc, ça veut dire que les consommateurs puissent être plus conscients déjà de leurs usages et à terme qu'on puisse, le cas échéant, montrer d'éventuelles différences entre les opérateurs. Aujourd'hui, c'est pas notre priorité parce qu'on n'en est malheureusement pas à ce niveau de finesse dans la compréhension des enjeux. Aujourd'hui, on veut d'abord comprendre quel est l'impact global du secteur des télécoms sur l'environnement. On en est encore là. On peut pas encore dire voilà l'impact d'Orange, voilà l'impact d'SFR, voilà l'impact de Bouygues. Donc, c'est trop tôt pour aller là-dedans. Mais à terme, on peut imaginer que
les utilisateurs aient une information fine. Alors, le deuxième levier, qui est plutôt celui auquel je pense quand j'écris cette tribune, c'est d'utiliser le gendarme, qui est nous, comme un bras armé. C'est-à-dire que nous, en tant que régulateurs, nous agissons à l'intérieur d'un périmètre d'action qui est défini par la loi. Ce périmètre d'action, il nous dit quel est le degré de contrainte qu'on peut imposer sur le secteur, suivant différents sujets. Bon. Aujourd'hui, nous exerçons notre contrainte sur le marché, sur des sujets tels que le fait que les réseaux fonctionnent bien entre eux, sur la qualité des réseaux, sur la couverture des réseaux et sur comment on renforce la concurrence qui fait que les prix soient attractifs. C'est essentiellement ça les enjeux. Nous, notre sentiment, c'est que par rapport aux objectifs qu'on avait jusqu'à présent, on a su agir comme un bras armé des Français pour faire délivrer le marché selon certains objectifs. Et donc, moi, la proposition de valeur, entre guillemets, que je fais, c'est de dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil avec l'environnement? C'est-à-dire, servez-vous de nous, dites-nous ce qu'il faut faire, et nous, on va construire avec le marché, le cas échéant en leur imposant, le cas échéant avec de la contrainte, le fait qu'on ait des télécoms vertes. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est un contrôle citoyen intermédié par le régulateur. Et c'est la raison pour laquelle on fait une offre de service à travers cette plateforme de travail dans laquelle on dit, pour que ça puisse être vraiment un contrôle citoyen, il faut qu'on puisse le construire avec des parties prenantes intéressées. Alors, ce que je tiens à clarifier sur ce point, c'est que c'est pas un débat ce qu'on propose. Et si personne ne vient, on va quand même faire. Voilà. Donc, on fera moins bien, on fera pas forcément avec la même hiérarchie des priorités que si les gens viennent travailler avec nous, mais nous, de toute manière, on va faire. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y aura un moment qui est de savoir est-ce que les moyens d'action que nous avons sur le marché sont suffisants ou non. Et donc, il se posera une question de savoir si la loi doit nous donner davantage de pouvoir. Et là, il y aura un débat législatif qui pourra donner lieu à des consultations citoyennes le cas échéant. Donc, première étape, le consommateur utilise son arme du choix. Deuxième étape, le régulateur en tant que bras armé actionné par un dialogue fort avec les Français. Et le troisième levier, qui aujourd'hui, sans doute, n'est pas assez développé, et là c'est un avis personnel que je développe, c'est en fait la capacité qu'auraient des communautés à utiliser elles-mêmes la 5G. C'est-à-dire que je crois que une des choses qui manque un petit peu dans le paysage, c'est que la 5G aujourd'hui, elle est vécue en tout cas comme étant développée uniquement par des grandes entreprises privées pour des intérêts privés. Et c'est vrai qu'on a d'autres bandes de fréquences dans lesquelles on a ce qu'on appelle des fréquences libres, dans lesquelles tout le monde peut utiliser les fréquences, évidemment, à l'intérieur d'un règlement d'usage. C'est un peu comme un règlement de copropriété où il faut respecter quand même certaines limites. Et ça permet aussi une appropriation de la technologie par certaines communautés techniques. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui sur la 5G et qui permettrait un contrôle citoyen par les côtés. C'est-à-dire que une fois qu'il y a des communautés qui s'approprient la techno, qui sont capables d'ouvrir les téléphones, de les reconfigurer, de poser des antennes, de faire des réseaux associatifs, des usages citoyens quels qu'ils soient, on peut aussi sans doute construire un rapport différent avec la technologie. L'une des difficultés sur le chemin du déploiement de la 5G ces derniers temps, c'est une forme de mésentente, dirait-on, ou en tout cas de cacophonie, c'est le terme qui est revenu beaucoup du côté de l'exécutif, avec d'un côté une partie du gouvernement qui pousse au déploiement et une autre qui freine, plutôt disant qu'il fallait attendre notamment le fameux rapport de l'ANSES qui est prévu pour les mois qui viennent sur les conséquences sanitaires possibles de ce déploiement. Vous en attendez beaucoup de ce rapport du côté de l'ARCEP ? Alors, déjà, moi, je peux pas commenter la question voilà. Mais je dirais que c'est normal qu'il y ait une dialectique à l'intérieur d'un gouvernement. C'est normal qu'un ministre de la Santé défende la santé, qu'un ministre de l'économie défende l'économie, qu'un ministre de l'environnement défende l'environnement. Tout ça, ça me paraît tout à fait logique. Évidemment, on préférerait qu'ils règlent leurs différends entre eux plutôt que sur la place publique. Mais sur le principe, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la dialectique, qu'il y ait de la discussion. Là,
de manière sans s'en rendre compte, on vient de basculer sur un sujet extrêmement différent du précédent. C'est-à-dire qu'on est passé du sujet environnement au sujet santé. Mmh. Et je le dis parce que pour moi, ce sont des sujets totalement différents. C'est-à-dire que l'environnement, bah, la 5G, elle va se déployer progressivement. Donc, il faut s'en soucier, mais quelque part, c'est pas les 100, 200 premiers sites qui sont en train d'être posés qui posent problème. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on se prépare si jamais il faut aller à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 sites. Voilà, pour moi, c'est ça le sujet. Donc, je suis pas en train de dire qu'on a le temps, hein, mais c'est juste que c'est un truc progressif. La santé, c'est binaire. Hein. Je veux dire, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Donc, pour moi, c'est une problématique qui est d'un ordre complètement différent. Et n'étant pas médecin, n'ayant aucune autorité sanitaire ou médicale, je suis totalement agnostique sur le sujet. Et donc, voilà, bah, si on me dit que la 5G, c'est mauvais pour la santé, bah, je veux dire, il faudra pas que les opérateurs puissent s'en servir et c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion là-dessus. Est-ce qu'un des problèmes principaux de la 5G, finalement, c'est aussi le manque peut-être d'explication qu'il y a eu autour du rôle de cette technologie, dans le sens où s'il y a une incompréhension autour de l'utilité réelle, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué, parce que la 5G est souvent présentée comme une technologie de rupture, mais peut-être qu'on ne nous a pas assez dit à quel point c'était une rupture. Mais pour moi, c'est pas une technologie de rupture. Ça fait partie du malentendu. Hein. C'est que dans quelques mois, vous allez avoir un petit logo 5G qui s'allumera sur votre téléphone si vous avez un téléphone et un abonnement compatible. Bon, ce sera mieux, mais vous n'allez pas franchement voir de révolution. Donc, en fait, derrière le mot 5G, se sont agrégés, en fait, plusieurs grands phénomènes dans l'évolution des réseaux mobiles. C'est l'Internet des objets, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des myriades de capteurs qui puissent être potentiellement connectables. Deuxièmement, ce qu'on appelle la virtualisation des réseaux, c'est-à-dire l'interpénétration du monde de l'informatique et des télécoms et la possibilité notamment de manager, de gérer des qualités de services différentes à l'intérieur de la même infrastructure, ce qu'on appelle le network slicing. Et puis la troisième chose, c'est le changement du système antennaire, dans lequel jusqu'à présent, vous avez des antennes qui balancent la purée de manière indifférenciée partout, et vous allez arriver vers un système sélectif dans lequel une antenne va être comme un œil de mouche, qui va en fait n'envoyer le signal que là où sont les téléphones. Et la 5G va mobiliser ces trois dimensions, mais elles ne sont pas nécessairement spécifiques à la 5G. Hein. Donc le mot 5G, il a tendance à agglomérer. Voilà, il faut aussi faire attention au discours commercial des équipementiers. Hein, c'est-à-dire que les équipementiers, eux, ils ont intérêt à vendre de la 5G, peut-être même plus que les opérateurs télécoms. Et donc, ils ont tendance à parfois en faire beaucoup sur ce que ça va apporter et à quel point ça va révolutionner nos vies, à quel point c'est important, etc. Donc bon, c'est important de garder un peu de recul par rapport à ça. Je dirais plutôt qu'un manque de pédagogie sur la 5G. Enfin, moi, ce que j'ai constaté par rapport à ce qu'on avait vécu sur la 3G et la 4G, c'est qu'il y a surtout eu des campagnes agressives contre la 5G. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu, qui, pour certaines, donc charriaient des informations qui étaient vraiment tout à fait inexactes, voire certaines très très farfelues. C'est quand même ça la nouveauté. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction, pour moi, ce qui change, c'est le regard sur la technologie. Il y a un discours social autour de la technologie et autour de la 5G qui, du coup, crée un terrain de jeu de l'information qui devient extrêmement différent. Alors, on peut toujours dire les pouvoirs publics et les opérateurs auraient dû mieux l'anticiper, etc., etc. Bien sûr, on peut toujours refaire le match après. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, ce qui change, c'est que tout d'un coup, la 5G est prise en otage par des débats qui lui sont assez étrangers. Est-ce que aussi derrière cet appel à la fois de votre côté à du contrôle citoyen et les critiques qu'on a évoquées du côté de la commission citoyenne sur le climat, la Convention citoyenne pour le climat, on voit émerger une demande de plus de contrôle justement sur une technologie qui nous semble des fois incontrôlable? Moi, c'est mon analyse personnellement. Je pense que la technologie numérique, d'une manière générale, a un déficit de contrôle. C'est-à-dire qu'elle est trop lointaine, elle n'est pas assez contrôlable, elle n'est pas assez transparente, elle n'est pas assez bidouillable. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se rappeler que l'émergence d'Internet, ça a été des communautés de chercheurs, des communautés techniques, c'est eux qui ont construit Internet. Et ensuite, c'est devenu un marché. Et ensuite, c'est devenu un terrain de jeu pour les États. Mais à la base, c'est un objet, c'est un commun, d'une certaine manière.
Et je crois qu'aujourd'hui, la dérive, c'est que depuis Snowden, on sait que non seulement les États sont intéressés, non seulement les entreprises sont très puissantes, mais que les deux peuvent s'allier. Et cette alliance entre les États et les entreprises, qui s'est manifestée dans Snowden et qu'on voit comme un véritable modèle en Chine, c'est un danger fantastique pour toutes les libertés, clairement. Et donc, il faut réintroduire du commun dans la technologie. C'est-à-dire, je reprends la phrase de Yochai Benkler, donc qui est l'auteur de La richesse des réseaux, qui était interviewé il y a 1 an et demi par le magazine Ouzbek Erika, qui disait « Il faut le meilleur des 3 mondes, entre un État régulateur, un marché qui soit à l'initiative et qui soit innovant, et des communautés qui assurent une appropriation, une co-construction de la technologie. » Et je pense que c'est vraiment ça le défi. C'est que on ne peut plus penser la techno comme quelque chose qui serait uniquement dans le main des États et du marché. Ça n'est plus possible. C'est la fin du modèle. Et donc, si on veut continuer à utiliser la technologie, on peut plus croire sur leur belle figure, ni le marché, ni l'État, sur le fait que vous inquiétez pas, c'est pour votre bien, braves gens. C'est terminé. Pour moi, c'est une analyse personnelle. Pour moi, on est arrivé au bout de ça. Et si on veut effectivement continuer à s'approprier les technologies de communication, ce en quoi moi je crois fondamentalement, je crois que les technologies de communication peuvent être une libération de l'être humain, la promesse de la technologie, elle doit repasser par du commun. Et donc, faut réinstaurer un jeu à 3 entre État, marché et commun, et sortir de ce dualisme entre État et marché qui risque de devenir une alliance contre les gens. Et c'est important de l'avoir en tête parce que, y compris le prisme qu'on a pu avoir jusqu'à présent de se dire mais nous, la France, on est un État démocratique, donc c'est différent. Ben, ça marche plus parce que les États-Unis, c'est un État démocratique, mais n'empêche qu'ils ont fait Snowden et qui sont dans une guerre contre Huawei. Donc on voit bien que aujourd'hui, on ne peut plus comme ça sortir la carte de la démocratie en disant mais nous on est un État démocratique, donc vous inquiétez pas, l'État est une garantie suffisante. Non, l'État n'est plus une garantie suffisante. Et je crois que dès qu'il s'agit de technologie, en fait maintenant, il faut avoir ce réflexe de se dire non plus à quoi va servir la techno, mais qui est à bord avec moi. Et c'est ça que je pense qu'il y a un changement qu'il faut avoir en tête, de se dire que la gouvernance de la technologie et la place des citoyens dans cette gouvernance, elle doit être dès le début de la pensée qu'on peut en avoir. Sinon, on se retrouvera dans des situations de blocage où la population a l'impression qu'on veut lui forcer la main et que derrière, effectivement, c'est surveillance, c'est cramer la planète, c'est potentiellement ne pas se soucier de la santé. Enfin, c'est tout un tas de choses qui peuvent être tout à fait anxiogènes. Et c'est peut-être, on en revient à notre point de départ, par l'échelon local, municipal, que cette reprise en main citoyenne pourra commencer à s'organiser. Ça promet d'être riche d'enseignements. Merci à Sébastien Soriano pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas passer trop de temps sur votre téléphone. Et à demain pour un nouvel épisode.